Bonsoir à tous et à tous. Et bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous accueillir au Palais Neptune pour cette soirée de la 15e journée scientifique de l'Université de Toulon. Nous avons l'honneur toutes les deux de vous accompagner tout au long de cette soirée. À mes côtés, ma complice Kelly Bonhomme, doctorante en sciences économiques au laboratoire Léade. Et je vous présente mon amie Camille Righetti, doctorante en droit au laboratoire CDPC. Tout au long de cette soirée, la jeune recherche sera mise à l'honneur, avec en première partie la nouvelle édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Les épreuves seront de courte durée, car nos 4 candidats doivent présenter leur sujet de thèse en seulement 3 minutes. Exactement, puis nous enchaînerons en deuxième partie de soirée avec, mesdames et messieurs, la première édition de la mise à l'honneur de nos docteurs de l'Université de Toulon pour les promotions 2021 et 2022. Cher public, pour éviter toute perturbation, veillez à bien mettre vos téléphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Merci. Très bien, et pour débuter cette soirée, mesdames et messieurs, nous vous demandons d'accueillir très chaleureusement les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présentes parmi nous ce soir. Elles devront également relever le défi de faire leur discours en seulement 180 secondes. Et pour ouvrir le bal, nous invitons à nous rejoindre sur scène le président de l'Université de Toulon, M. Xavier Leroux. On ne m'a pas précisé si les 180 secondes avaient lieu hors protocole. Et comme je réinterviens tout à l'heure, je me rattraperai tout à l'heure si je ne réussis pas cette fois-ci. Monsieur le vice-amiral d'escadre, monsieur le préfet maritime, monsieur le vice-président représentant monsieur le ministre Hubert Falcot, maire de Toulon, présidente de la métropole TPM, madame la vice-présidente représentant monsieur le président du département du Var, Jean-Louis Masson, monsieur le vice-président représentant monsieur le président de la région, Renaud Muselier, madame la déléguée régionale académique recherche et innovation, représentant madame la rectrice de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Fabienne Blaise, madame la déléguée régionale du CNRS, mesdames et messieurs les directeurs et directrices de composantes et de laboratoires, chers collègues, mesdames et messieurs, et surtout, chères étudiantes, chers étudiants. Notre journée consacrée à la recherche à l'Université de Toulon se poursuit avec la mise à l'honneur des docteurs. L'Université de Toulon renoue ainsi avec la tradition de mise à l'honneur de ses diplômés. Avant d'accueillir sur scène les docteurs présents ce soir, je souhaite vous dire combien je me réjouis que dans un avenir proche, notre territoire soit doté d'un outil de mise en valeur de ces manifestations scientifiques au travers de l'Institut Tamaris Pacha qui sera prochainement réhabilité. Cet institut, dont la vocation a toujours été d'œuvrer à la connaissance et au partage de connaissances sur les enjeux liés à la mer et à la biodiversité marine, a récemment candidaté à un financement de la mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Les résultats de cette candidature devraient être connus d'ici la fin de la semaine. C'est également sur notre territoire qu'en février dernier a été inauguré un nouveau laboratoire sous-marin, Provence-Méditerranée d'Aix-Marseille Université et CNRS, qui héberge à 2500 mètres de fond, au large de la rade de Toulon, un instrument unique au monde destiné à la détection des neutrinos. L'UTLN entretient d'étroites collaborations avec les équipes de recherche impliquées dans ce laboratoire au travers d'étudiants en stage de master ou en thèse de doctorat. Le financement d'une nouvelle thèse dans ce domaine a été organisé dernièrement. Ce soir, 22 docteurs ont pu se libérer pour revenir à Toulon l'espace d'une soirée. Ils ont soutenu leur thèse de doctorat en 2021-2022. Désormais,
À l'instar de ce qui se pratiquait dans le domaine médical depuis de longues années, les docteurs de toutes les disciplines sont invités à prêter serment à l'issue de leur soutenance. J'ai dépassé le temps, d'ici 4 secondes, mais je continue. Ils s'engagent ainsi à respecter tout au long de leur carrière, quelle qu'elle soit, des règles d'intégrité scientifique et déontologique. Dans une période où la science est parfois questionnée, voire remise en doute, comme nous avons pu le constater dans cette période récente, ce serment est de nature à sécuriser la parole scientifique. Chaque année, ce sont près de 50 docteurs qui sont diplômés à l'Université de Toulon, aussi bien dans le champ des sciences et techniques que celui des sciences humaines et sociales. Notre université dispose de 2 écoles doctorales, MER, Sciences et Sociétés Méditerranéennes, et d'un collège d'études doctorales. Au-delà du sujet de thèse que chacune et chacun a mené, les doctorants reçoivent aussi une formation doctorale de 100 heures pour compléter leurs connaissances dans des domaines variés qui sortent du cadre de leur thème de recherche, mais malgré tout importants pour un futur cadre. Cette formation aborde les questions d'intégrité scientifique, de diffusion de la culture scientifique et technique, de la valorisation de leurs travaux de recherche, de l'innovation et au-delà, des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Les étudiants travaillant sur des sujets en lien avec la défense nationale bénéficient du programme spécifique défense et sécurité intérieure porté à AMU, à laquelle l'UTLN est associée. Ces dernières années, la reconnaissance de la place des docteurs dans la société s'accroît. Le doctorat vient d'être très récemment intégré au répertoire national des certifications professionnelles et à ce titre, il bénéficie d'une meilleure reconnaissance des entreprises et des employeurs en étant ainsi le diplôme le plus élevé décerné et reconnu par les entreprises de France, comme c'est déjà le cas à l'international. Chers docteurs, soyez fiers de votre diplôme, tout comme nous sommes fiers de votre travail et de votre contribution à la construction de notre société. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons maintenant sur scène Madame Aurélie Philippe, déléguée régionale du CNRS. Bonsoir à tous. Alors je vais m'excuser d'avance pour passer le côté protocolaire qui a été très bien fait par Xavier Leroux. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un plaisir pour moi ce soir d'être présente et de représenter le CNRS à l'occasion de cette 15e journée scientifique de l'Université de Toulon et cette soirée dédiée aux jeunes chercheurs. La mission première du CNRS est de conduire des recherches fondamentales, de faire avancer les connaissances et de mettre cette recherche fondamentale au service de la société. Le PDG du CNRS, Antoine Petit, accorde beaucoup d'importance à l'idée de mettre la science au cœur de la société et diffuser une information scientifique accessible à différents publics en fait partie. Avec la loi de programmation de la recherche, le CNRS souhaite, en lien avec les partenaires de sites, une science plus ouverte vers les citoyens et établir un véritable dialogue jugé comme un impératif pour l'avenir de notre démocratie. Le CNRS s'inscrit donc pleinement dans l'initiative et la démarche initiée par l'Université de Toulon ce soir et cette volonté, au travers de ces journées et de cette soirée, de rendre visible et lisible la recherche et de favoriser les échanges entre les chercheurs, les étudiants et les acteurs du monde socio-économique. Alors le CNRS sur le site, donc nous sommes présents sur l'ensemble de la Provence et de la Corse et dans le Var. Donc nous avons avec notre partenaire l'Université de Toulon 5 unités de recherche que nous copilotons et 6 fédérations de recherche, dont certaines sont représentées ici ce soir. Et la principale force du CNRS, ce sont l'ensemble des personnels, les chercheuses, les chercheurs et l'ensemble des personnels de soutien et d'appui à la recherche qui œuvrent au quotidien au sein de ces unités. Je souhaite encourager les doctorantes et doctorants ce soir qui vont être mis en lumière, notamment celles et ceux qui vont participer au concours
ma thèse en 180 secondes. C'est assez stressant quand même de voir ce décompte. Ce concours qui donne un éclairage à la fois sur la recherche en France et sur le talent des doctorants qui la portent. Donc c'est l'occasion de valoriser une vraie compétence en pleine évolution, en raison des attentes des citoyens, mais aussi de la fragilisation de la parole scientifique menacée par les fake news et le poids des réseaux sociaux. Enfin, pour conclure, je souhaite remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont œuvré à l'organisation de cette journée et de cette soirée, et vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Merci Madame Philippe. Nous invitons maintenant Madame Laetitia Kilissi, représentant le Conseil départemental. Donc bon, moi aussi je vais passer les salutations protocolaires qui ont été très bien faites. C'est toujours le premier, donc merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous adresse tout d'abord les excuses de Monsieur le Président du Conseil départemental, Jean-Louis Masson, que je représente ce soir avec grand plaisir en ma qualité de vice-présidente déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et aussi le numérique. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et d'avoir cette chance d'écouter les candidats s'essayer à cet exercice qui me semble extrêmement difficile. Et je vous confirme que ce compte à rebours est très stressant. Donc, s'essayer à cet exercice qui mêle à la fois la communication, la pédagogie et, paraît-il, aussi une petite dose d'humour, et tout ça en 180 secondes. Alors, ça m'a interpellée quand même, ma thèse en 180 secondes, donc j'ai eu la curiosité de regarder sur YouTube l'édition de l'année dernière. Je crois que c'était la finale, c'était peut-être pas celle qui se déroulait à Toulon, et vraiment je dois vous dire que je suis fan, vraiment. C'est vraiment un super exercice parce que ça permet d'être accessible, enfin c'est très très bien, mais c'est très difficile aussi, ça j'en suis convaincue. Ce soir je suis aussi assez émue, pour tout vous dire, parce que je connais bien l'université de Toulon, qui s'appelait l'université de Toulon et du Var il y a quelques années, et je suis assez nostalgique parce que ce soir, je fais un petit voyage dans le temps. J'ai effectué toutes mes études à l'université de Toulon, du DUG jusqu'à mon doctorat de chimie organique, mais c'était dans une autre vie. Et je me mets donc bien à votre place, et je dois dire qu'il faut une sacrée dose de talent, je pense, et d'audace aussi, pour les 4 candidats pour se prêter à cet exercice dans le cadre, je dirais, presque ludique, hein, mais ce n'est pas dans un côté péjoratif, et cadencé, alors qu'on sait très bien qu'une thèse demande des années et des années de travail. Alors juste un petit mot aussi sur la recherche, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. La recherche et l'économie. La recherche est un enjeu pour un territoire, pour un département. Les thèmes de vos thèses, donc je parle donc à tous les doctorants, sont d'importance pour l'économie varoise, ça nous en sommes convaincus. Et je suis encore plus intéressée par la façon dont vous allez nous donner encore plus envie de lire tous vos travaux. Je vais dépasser les 180 secondes. Depuis plusieurs années, le département du Var soutient ces journées scientifiques sous toutes les formes, car c'est vraiment l'occasion de vulgariser l'enseignement de qualité de l'université de Toulon et de rendre attractives les filières pédagogiques varoises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés mondialisées, hyper connectées, et je trouve toujours très rassurant de prendre le temps de créer, je dirais même de recréer le lien de proximité entre le monde scientifique, les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les professionnels, et le monde économique pour innover, créer ensemble de l'activité et mieux anticiper les évolutions technologiques et scientifiques. Je suis convaincue que le département, que notre territoire, le département, pas en tant qu'institution, mais aussi, pourquoi pas, a besoin de vous, d'emplois techniques et scientifiques qualifiés, voire très qualifiés. Les élus, ils travaillent, en ont conscience, et ils travaillent depuis plusieurs années
en boostant notamment les différentes filières, je vais en citer que quelques-unes, hein, mer, sécurité et technologie, ingénierie, environnement et gestion des milieux, mais il y en a bien d'autres, bien entendu. Et c'est dans ce sens que cette soirée est précieuse à mes yeux, car elle met en lumière, je dirais même en scène, les sujets de travail de nos étudiants, et on s'aperçoit des passerelles et des liens si nécessaires entre la recherche et le monde économique. Alors, avec votre aisance, je sais que vous saurez convaincre n'importe quel jury d'embauche. Je pense que Mohamed ne me contredira pas. Les différentes collectivités présentes vous ouvrent les bras, et je vais un peu me former la prochaine fois au speed dating des 180 secondes pour vos futurs entretiens d'embauche. Donc je vous félicite de ce moment de partage qui sera, je n'en doute pas, mémorable, et comme toutes les bonnes choses, sera certainement un peu trop court. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Kilissi. Nous accueillons maintenant sur scène Monsieur Mohamed Mahali, représentant la région Sud. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, permettez-moi, à titre liminaire, de vous présenter les excuses de Renaud Muselier, le président de la région Sud, et également les excuses d'Hubert Falco, président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Alors, je vais rebondir immédiatement sur les propos tenus par mon excellente collègue Laetitia du département, qui parlait, concernant de ma thèse en 180 secondes, d'un super exercice. Moi, je trouve que c'est une torture. Alors, c'est une torture, parce que, j'allais dire, j'ai déjà cette tare de faire de la politique, et j'ai une double tare, c'est d'être avocat. Alors, autant vous dire qu'avec ces deux défauts, parler en l'espace de 180 secondes, c'est plus que compliqué. Alors, je voulais d'ores et déjà féliciter les 4 candidats, parce que j'ai cru comprendre qu'on allait devoir voter pour l'un d'entre vous. Moi, vous avez déjà tous les 4 ma voix, parce que l'exercice est particulièrement compliqué. Il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que de devoir résumer en 180 secondes le travail de 3 années, le travail acharné de 3 années. Alors, on m'avait quand même préparé quelques notes, je n'y tiens jamais, mais les chiffres, ça, je ne m'en rappelle pas. Donc, la région Sud, aujourd'hui, est vraiment à vos côtés. Elle est à côté de l'université de façon générale, elle est aux côtés de sa jeunesse, elle est aux côtés de ses étudiants, et j'en veux pour preuve, par exemple, le contrat de plan région 2015-2020. On va quand même parler de quelques chiffres, puis je vois que je suis largement dans les temps. Le contrat plan État-région de 2015-2020, c'est une participation de la région de plus de 7 millions d'euros. 2 projets immobiliers, le projet FAST, qu'on avait eu, sauf erreur de ma part, le plaisir d'inaugurer il y a, le temps passe vite, 2 ans, il me semble, un superbe bâtiment sur le campus de la Garde, le projet IUT Rénov' et le projet également Resport. Dans le cadre du contrat plan État-région 2021-2027, la région, c'est aussi une contribution et une intervention à hauteur de quasiment 5 millions d'euros. C'est le financement d'un projet de recherche CEDOMAR, c'est le financement de 2 projets immobiliers également sur le campus de la Garde. Et là, nous avons eu la chance de visiter les lieux il y a à peu près 1 mois sur l'avancée des travaux. Et c'est également la réflexion sur le campus du cœur de ville de Toulon. Donc voilà. Vous l'avez compris, la région est à vos côtés, la métropole également, car je représente Hubert Falco, président de la métropole. Merci pour votre invitation et encore toutes mes félicitations et bravo aux doctorantes et doctorants. Merci Monsieur Mahali. Nous invitons à nous rejoindre sur scène maintenant le vice-amiral d'escadre Gilles Boisdevézy, préfet maritime de la Méditerranée. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les étudiants. Très heureux d'être présent une nouvelle fois à ces journées scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde maritime, en tant que préfet maritime, on voit tous les jours le besoin toujours croissant pour la science, que ce soit au niveau des ingénieurs ou bien sûr en matière de recherche. Je vais l'aborder très rapidement sous 2 aspects, les sujets
Aujourd'hui, le changement climatique et tous les sujets environnementaux qui sont liés nécessitent à la fois d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe, une meilleure compréhension, et ensuite d'être capable de trouver également les solutions qui vont nous permettre de répondre aux enjeux auxquels on est confronté. Je prends un exemple, par exemple, puisque c'est un des sujets d'actualité des politiques gouvernementales, c'est le traitement du trait de côte face à l'érosion. Et on voit bien que pour avoir une compréhension de l'effet du changement climatique sur le trait de côte, et ensuite d'identifier comment on va protéger ce qu'on veut protéger et modeler en fait notre trait de côte de demain face aux contraintes qu'il subit, on a besoin à la fois de recherche scientifique, mais après on a besoin aussi d'avoir les produits scientifiques qui vont nous permettre de trouver les solutions. L'autre angle que je voulais aborder, c'est justement toutes les solutions, toutes les innovations technologiques qui arrivent aujourd'hui dans le monde maritime. Ça commence, alors c'est aussi lié aux questions environnementales, c'est tout ce qui est lié à la décarbonation du transport maritime, avec toutes les solutions qui sont à l'étude pour remplacer les combustibles qu'on utilise actuellement. C'est l'ammoniac, l'hydrogène, les biocarburants, l'électricité, sur lequel il y a encore beaucoup d'études à faire, à la fois sur les carburants eux-mêmes, mais également sur la façon dont on adapte notre environnement, notre production pour pouvoir générer ces carburants et les adapter au transport maritime. Mais c'est également l'innovation en matière d'intelligence artificielle qui vient là aussi nous apporter à la fois des solutions et des sujets sur lesquels il faut qu'on approfondisse la réflexion par rapport à ce qu'on peut faire dans le milieu maritime. C'est toute la robotique, et je rejoins ce que disait le président tout à l'heure, puisqu'on était récemment effectivement à Marseille sur le campus de Lumini pour l'inauguration, donc un peu délocalisé, mais du laboratoire sous-marin qu'on a au large de Toulon, avec notamment l'instrument de mesure de neutrinos. On voit bien que les espaces maritimes aujourd'hui sont des espaces d'approfondissement de la recherche scientifique par les caractéristiques qu'ils apportent. C'est le cas notamment pour le neutrino. Mais on voit également qu'on a tout un tas de sujets qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui dans le domaine maritime et sur lequel on a encore besoin de recherche scientifique. À la préfecture maritime, on est au quotidien en contact avec l'ensemble des conseils scientifiques, notamment des aires marines protégées, pour avoir une meilleure compréhension et connaissance de ce qui se passe dans le monde maritime. On travaille étroitement, et je remercie l'Université de Toulon d'être un acteur particulièrement investi dans les questions maritimes, et qui nous permet là aussi d'avoir accès à un certain nombre de travaux en commun, de technologies et de résultats de recherche qui permettent que l'on puisse derrière développer des politiques publiques qui puissent s'appuyer sur du fait scientifique et pas uniquement sur du sensationnel, de l'émotionnel, etc. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'avoir des docteurs, de la recherche scientifique de qualité, et le Var, à ce titre, aussi bien l'université, mais l'ensemble du réseau industriel, économique qu'on a dans le Var est particulièrement dynamique. On a des entreprises, que ce soit des grandes entreprises, mais également beaucoup de PME, PMI très innovantes, avec lesquelles je pense qu'il y a un excellent échange entre le milieu universitaire, la recherche et ces acteurs économiques varois, mais également au-delà de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et tous ces acteurs ont besoin à la fois que ce soit pour le domaine universitaire ou pour les entreprises, on a besoin forcément de jeunes qui arrivent et qui nous apportent ces compétences. On voit bien aujourd'hui la lutte qu'il y a pour avoir ces compétences entre les différents acteurs. Il y a de plus en plus de compétition. On est confronté finalement à un manque aujourd'hui de personnel dans l'ensemble des activités, qu'elles soient les activités, je pense, étatiques ou les activités privées. Et donc on a plus que jamais besoin d'avoir des jeunes qui se tournent vers ces métiers scientifiques. Là encore, comme je disais, que ce soit les métiers d'ingénieur et les métiers de doctorant. Donc merci à vous d'être là, et tous mes encouragements pour les doctorants qui vont se confronter à l'exercice difficile des 180 secondes à venir. Merci à vous. Merci, Monsieur le Préfet. Cher public, place maintenant au concours.
C'est l'occasion pour nos 4 candidats de vous révéler, mesdames et messieurs, le côté obscur de la force de leur recherche. C'est vrai, Kelly, parce que nombreux sont les doctorants, et j'imagine que toi aussi, ont essayé d'expliquer leur sujet de thèse à leur famille, leurs amis, leurs poissons rouges. Et souvent, l'issue a été tristement la même, l'incompréhension d'un côté et la frustration de l'autre. Et c'est là, ce soir, tout le challenge de nos candidats, pouvoir expliquer leur sujet de thèse de manière claire, convaincante, mais surtout concise, en 180 secondes. Exactement, et comme cet exercice n'est pas forcément inné, nos 4 candidats ont été formés par un duo de choc, Monsieur Philippe Salsiccia et Jean-Marc Ginoux. Et pour départager nos candidats, un jury d'experts a été préparé aux petits oignons. Veuillez applaudir Monsieur Yves Blache, directeur du Collège des études doctorales de Toulon. Monsieur Michel Durampart, directeur de l'école doctorale 509. Madame Anne Gagnebien, enseignant-chercheur du laboratoire IMSIC. Monsieur Frédéric Guineton, vice-président recherche. Monsieur Philippe Pujol de la MGEN. Monsieur Sébastien Mardietti, ancien participant au concours Ma thèse en 180 secondes. Madame Patricia Merdi, excusez-moi, vice-présidente valorisation et parité. Et enfin, Madame Delphine Van Urbeck, enseignant-chercheur au laboratoire Sergam. Nous les remercions encore une fois de bien vouloir se prêter au jeu pour cette belle soirée. Des applaudissements plus que mérités, car ce soir, ils auront la lourde tâche de désigner les lauréats de ce concours. Oui, mais vous, mesdames et messieurs, vous avez également du pouvoir ce soir. Le pouvoir de décerner le prix du public au candidat qui vous aura le plus séduit. Aussi, gardez bien les bulletins qui vous ont été remis en début de soirée. Donc les candidats qui recevront le premier prix du jury et le prix du public iront porter les couleurs de Toulon à Marseille lors de la demi-finale régionale le 20 mars prochain. Oui, et l'ensemble de ces prix, mesdames et messieurs, seront décernés à la fin de cette belle soirée. Quelques petits rappels avant d'accueillir notre premier candidat. Le principe du concours est simple, présenter sa thèse de manière convaincante et concise en 180 secondes, top chrono. Exactement, et d'ailleurs vous pourrez suivre le décompte pour chacun des candidats sur le chronomètre qui se situe sur votre droite de la scène. Donc vous l'avez bien compris, 1 seconde de trop et c'est l'élimination. Et cette sentence est irrévocable. Donc à éviter dans ce cas. Et pour illustrer leurs propos, chaque candidat aura le droit à une diapositive qui sera affichée sur les écrans latéraux. Bien, je pense, Camille, que nous pouvons peut-être commencer le concours. Qu'en penses-tu? Tout à fait. Alors, l'ordre de passage a été tiré au sort. Donc, sans plus attendre, veuillez accueillir notre premier candidat, Monsieur Chris Morino Sojinou. Hello, hello. Alors, bonsoir, Christ. Bien le bonsoir. Vous êtes doctorant au CERC, Centre d'études et de recherche sur le contentieux rattaché à l'école doctorale 509. Exactement. Tout va bien? Très bien. Votre sujet de thèse s'intitule « Étude de la théorie des décisions dans le cadre administratif ». C'est bien ça. Pas trop dur d'ouvrir le bal? Ça va. Ça va? Très Eh bien, bien. je vous laisse faire le top dès que vous êtes prêts. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Christ, je suis juriste et je suis optimiste. Ma passion, c'est le droit administratif. Oui, je sais. J'aime cette matière particulière car c'est la seule qui équilibre les rapports entre l'État et les citoyens.
Ma passion est même devenue mon travail de recherche qui porte sur les décisions administratives que nous, citoyens, subissons. Eh bien, ma thèse veut changer ce paradigme. Car le citoyen n'a pas à subir des décisions qui sont normalement prises pour son bien, le fameux intérêt général. Il sera donc question de proposer des solutions pour améliorer notre quotidien et nos rapports avec l'État. Pour faire simple, prenons 2 exemples de décisions. La première, l'obligation du port du masque pour limiter la propagation d'un virus. Et résultat, contestation, indignation, recours devant les juridictions. Parce que cette décision, intervenue dans un cafouillage total, nous est imposée en violation de nos libertés. Et le pire pour moi, les masques cachaient nos sourires. Deuxième illustration, les décisions préfectorales de fermeture de sites touristiques pour la protection de la biodiversité. Des décisions qui peuvent déranger les professionnels du tourisme. Eh bien, le point commun entre ces exemples de décisions, c'est qu'elles émanent d'autorités qui représentent l'État avec pour objectif la satisfaction de l'intérêt général. Un ensemble de valeurs qui sont partagées par les membres d'une société. Mais le problème que posent ces exemples, c'est la mauvaise perception de cet intérêt général. Et là, intervient ma thèse, qui va, dans un premier temps, proposer une définition claire de ce qu'on appelle décision administrative. Car, figurez-vous, que depuis 1873, année de formalisation du droit administratif, il n'en existe aucune. Ensuite, avec mon travail, je veux faciliter l'accessibilité et la compréhension des processus de prise de décision administrative en apportant simplicité, fluidité et pédagogie indispensable. Enfin, je propose également des mécanismes d'association et de participation qui permettront aux citoyens de donner leur avis pour l'élaboration des décisions. Je vous l'avais dit, j'ai une passion pour le droit administratif qui va, avec ma thèse, contribuer à améliorer nos relations avec l'État et par conséquent notre quotidien. Et oui, Christ, juriste et optimiste, je vous remercie. Merci Christ. Une très belle présentation qui marque le tempo dès le début de cette soirée. Finalement, le sujet de Christ me fait penser un petit peu au fil d'Ariane qui nous permettrait un peu de sortir de ce dédale infernal administratif. Et j'espère surtout que son optimisme réussira à apaiser quelques-unes de nos phobies administratives. Nous pouvons, mesdames et messieurs, passer à notre deuxième candidat. Tout à fait, Camille. Et pour cela, nous invitons sur scène Sébastien Lefranc. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous allez bien? Bien allumé? Oui. Ok. Bonsoir. C'est ok niveau technique, super. Vous êtes doctorant au laboratoire d'économie appliquée au développement, rattaché à l'école doctorale 509. Et vos travaux de recherche portent sur le développement du tourisme de croisière en Méditerranée, c'est exact? C'est bien ça. Très bien. Dès que vous vous sentez prêt, vous faites le top départ avec le signe de la main et ce sera à vous. Okay. Allez, je vous embarque avec moi pour une croisière de 180 secondes. Alors, il nous faut d'abord choisir le paquebot, un mastodonte des mers de plus de 300 mètres avec une vingtaine de restaurants. Ou bien, si vous préférez, un navire plus petit, de seulement 150 mètres, mais plus luxueux. Puis nous partirons d'un grand port d'attache vers différents ports d'escale et nous voguerons à la découverte de nombreux trésors historiques, culturels et naturels. En tant que doctorant en économie régionale, je m'interroge. Car même si pour les villes, la venue de ces navires génère de nombreuses retombées économiques et permet leur développement, les flux maritimes et les déplacements à terre entraînent une importante pollution. Comment les ports captent les croisières? Comment les passagers se diffusent sur le territoire? Et quelles sont les conséquences de ce tourisme sur l'environnement? Eh bien, l'objectif de ma thèse est double. Faire un état des lieux afin de quantifier les flux touristiques et mesurer l'impact environnemental de ce tourisme de masse qui s'intensifie
en proposant un prix de la pollution touristique dans le but de sensibiliser les politiques publiques. Mon travail consiste dans un premier temps à quantifier les flux touristiques. J'ai classé 87 ports de croisière en fonction de leur aménagement portuaire et du nombre de passagers. Puis, j'ai analysé les différences d'attractivité observées grâce au patrimoine inscrit sur la liste de l'UNESCO, la réputation touristique et la connectivité territoriale, soit la distance avec les aéroports qui transportent les passagers entre le domicile et le port de départ. Tout cela m'a permis de développer un modèle permettant une première représentation empirique de cette attractivité et aboutissant à la définition d'un horizon touristique. Autrement dit, la distance qui est susceptible de parcourir sur le territoire chaque touriste embarqué et souhaitant faire une excursion. À la fin, je pourrais transmettre une étude permettant des politiques d'aménagement, mais également des voies afin de minimiser la pollution, mais pourquoi pas même l'éviter dans certaines situations. Et enfin tout ça, tout ce travail que je vais réaliser aura un unique but qui est que la croisière s'amuse à nouveau. Merci de votre attention. Merci Sébastien. Dis-moi Kelly, ça te rappelle pas des vieux souvenirs? Comment il s'appelait ce capitaine? Oula, attends, ça remonte à loin quand même. Oui, très loin. Attends. C'est Meryl. Stubbling. C'est ça? Meryl Stubbling. Oui, ça oui, on vient de me confirmer dans le public, c'est ça. Merci. Donc finalement, Sébastien, comme le capitaine, nous a fait voguer, voyager sur les mers avec cette belle présentation. Et oui, mais malheureusement, chers Camille et cher public, il est temps de débarquer et de revenir sur la terre ferme pour passer à notre troisième candidate. Nous invitons maintenant notre prochaine candidate, Natacha Bourg. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors, vous êtes doctorante à l'Institut méditerranéen d'océanologie, le MIO, rattachée à l'école doctorale 548. Ça va? Ouais, c'est ça. Votre sujet de thèse s'intitule « Courant de bord, front et tourbillon, courroie ou barrière de transport ». J'ai rien oublié? Parfait. Ok, super. Ben, je vous laisse faire le signe dès que vous êtes prête. Merci. Bonsoir, Natacha, étudiante en océanographie. Je viens vous parler de mes deux courants marins préférés. J'ai 180 secondes avec vous, et quand on se dira au revoir, ces courants auront parcouru 180 mètres. 1 mètre en 1 seconde. Un d'eux coule juste ici, sur nos côtes méditerranéennes, entre Italie et Espagne, le courant liguro-provençal. L'autre, l'East Australian Current, qu'on voit dans le dessin animé Nemo, où le poisson fait un grand voyage avec tout un tas de tortues complètement défoncées dans un courant très très rapide, le courant est-australien. Voilà que depuis qu'on parle, nos courants ont déjà parcouru plusieurs dizaines de mètres. 1 mètre en 1 seconde, et bien dans le monde marin, c'est énorme. Et nos deux courants, pourtant très éloignés, ont de grandes similitudes dans leur comportement. Avec leur vitesse, leur énergie, ils accélèrent, ralentissent, ondulent et créent ce qu'on appelle des structures cohérentes, comme des tourbillons qui déplacent de grands volumes d'eau en tournoyant sur eux-mêmes, ou des fronts, des barrières, où les eaux refusent de se mélanger. Et la magie de ces structures, c'est que, et c'est assez rare, les eaux des profondeurs vont faire remonter des nutriments de l'obscurité jusqu'à la surface. Et c'est ce contact à la lumière qui permet la naissance du plancton, base de la chaîne alimentaire, qui sera mangé par des petits poissons, eux-mêmes mangés par des plus gros poissons, eux-mêmes mangés par des requins, dauphins, orques. Ma recherche, c'est simplement de la description de la physique de l'océan. J'observe depuis le ciel, avec des satellites et des radars, la vitesse de ces structures, de ces courants. J'essaye de comprendre pourquoi les courants varient, comment créent-ils des fronts et des tourbillons, et comment cela impacte les échanges d'eau entre les profondeurs et la surface. Mais créer ces simples connaissances sur le comportement des courants aujourd'hui permettra de comprendre demain, notamment avec les changements climatiques,
comment le dérèglement des courants impacte les écosystèmes. Mais aussi, où vont se déplacer les eaux polluées d'un port? Où trouve-t-on de grandes quantités de plancton? Dans l'urgence de protéger la biodiversité, ces connaissances, elles nous aideront à mieux placer les aires marines protégées, savoir où installer des récifs artificiels et adapter des politiques d'interdiction de pêche. En somme, ma thèse, c'est qu'une goutte d'eau dans un gigantesque domaine de recherche, mais avec un réel impact positif. Une goutte d'eau, mais une goutte d'eau de colibri pour protéger notre océan, notre planète et son écosystème. Merci. Merci Natacha. Décidément, nous sommes sur une très belle lancée ce soir, avec un sujet de thèse qui finalement est loin d'être à contre-courant des préoccupations environnementales actuelles. Cela dit, Kelly, nous devons rester dans le courant parce qu'il est temps d'accueillir notre dernière candidate. Tout à fait, et pour cela, nous invitons sur scène à nous rejoindre Ilona Alberca. Bonsoir Ilona. Bonsoir. Vous êtes doctorante au laboratoire IAPS, Impact de l'activité physique sur la santé, rattachée à l'école doctorale 548, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Et votre sujet de thèse porte sur l'ergonomie du fauteuil roulant de badminton. Dès que vous vous sentez prête, vous faites le petit signe de la main pour déclencher le chronomètre. Merci. J'adore le sport. Et d'ailleurs, je vais regarder les Jeux Olympiques 2024. J'aime les performances, les exploits sportifs, le dopage. Non, ça je rigole. Mais j'aime aussi ce que la science peut apporter au sport, et notamment au matériel sportif. Les raquettes de tennis, par exemple. Les cordages avant étaient faits en boyau, aujourd'hui en multifilament. C'est la même chose pour nos chaussures, faites sur mesure, ou bien les vélos, aérodynamiques. Mais un sport n'a pas suscité l'intérêt de la recherche scientifique. Un sport présent aux Jeux paralympiques 2024. Le badminton fauteuil. Alors, c'est un sport de raquette adapté aux personnes ayant une paralysie des membres inférieurs. Il se joue avec un volant, vous savez, ce truc à plumes en forme de fusée. Donc, imaginez une personne avec un handicap moteur, une raquette à la main, dans un fauteuil pour pouvoir se déplacer et devant taper dans un volant allant jusqu'à 493 km/h. Rapide, n'est-ce pas? Ces sportifs doivent donc être bien équipés. Et justement, l'objectif de ma thèse, c'est d'améliorer leur performance en optimisant leur fauteuil roulant. Précisément, je travaille avec deux athlètes de haut niveau, David et Thomas. L'un a des abdos, l'autre n'en a pas, et cette seule différence modifie leurs besoins. Est-ce qu'il faut remonter l'assise? Est-ce qu'il faut baisser le dossier ou bien changer les roues? Autant de questions auxquelles il a fallu que je réponde pour en arriver où j'en suis, à la conception de fauteuils roulants optimisés et individualisés pour David et Thomas. Mais je vais un petit peu vite là, non? Demi-tour en 180 degrés. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, grâce à la biomécanique, ou tout simplement l'étude de la mécanique appliquée au corps humain. Puisque c'est vrai qu'ici, la force tangentielle est vraiment la force la plus efficace au mouvement. Et puis si on regarde la fraction de force effective, mais non. On utilise juste de petits outils ingénieux et embarqués qui nous permettent de connaître une quantité clé de paramètres reliés à la performance. Est-ce que vous voyez la technologie d'Avatar? Tout pareil, mais pas en bleu cette fois-ci. Alors, avec la bioméca dans mon sac, j'ai d'abord travaillé chez une vingtaine de sportifs pour identifier des problématiques communes avant d'aller chercher les difficultés et les forces propres à David et Thomas. Et hop là, de nouveaux fauteuils grâce à la bioméca et aux ingénieurs pour la fabrication. Donc vous voyez, j'aime vraiment le sport. Et au fait, bonne nouvelle, si vous voulez voir David, Thomas et les fauteuils sur lesquels j'ai travaillé lors de ma thèse à l'Université de Toulon, eh bien, faites comme moi. Regardez les Jeux de Paris 2024. Et oui, nos sportifs sont en route pour les Paralympiques. Alors, soutenons-les et espérons qu'ils nous ramènent de belles médailles. Merci Ilona.
Bien, ça finit en beauté ce soir. Ilona nous a montré avec sa prestation comment une idée pouvait devenir réalité, comment une idée pouvait se concrétiser. Et c'est à ça, mesdames et messieurs, que la recherche sert. Oui, et d'ailleurs, nous pourrons le voir dès les prochains Jeux olympiques de 2024. Bon, je pense qu'ils méritent tous encore quelques applaudissements. Le défi est plus que relevé. Je pense que ça va être compliqué de les départager ce soir. Oui, et justement, nous invitons nos chers membres du jury à bien vouloir se retirer pour pouvoir délibérer sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous n'en avons pas terminé avec vous, car il est temps de sortir les bulletins qui vous ont été distribués en début de soirée plutôt, pour y inscrire les numéros du candidat qui vous a le plus séduit. Oui, vous pourrez d'ores et déjà voir sur les écrans latéraux le nom de chaque candidat avec leur numéro respectif à inscrire sur votre bulletin. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez garder un peu d'optimisme face à l'administration, vous inscrivez le 1 pour Christ. Si vous souhaitez embarquer dans la croisière s'amuse avec Sébastien, alors ce sera le numéro 2. Si vous voulez sauver Nemo et son environnement, ce sera le numéro 3 pour Natacha. Et enfin, si vous voulez supporter Thomas et David lors des prochains Jeux olympiques de 2024, alors ce sera le numéro 4 pour Ilona. Des personnes vont passer dans les rangées pour venir récupérer vos bulletins. Alors, mesdames et messieurs, il est temps de mettre fin à un suspense. Avec la remise des prix du concours Mathèse en 180 secondes. Pour cela, nous invitons à nous rejoindre sur scène les membres du jury, ainsi que les 4 candidats. On se met où? Les petits devant, les grands derrière. On va rajouter cependant encore un tout petit peu de suspense, mesdames et messieurs, car avant l'annonce des résultats, nous allons passer la parole à monsieur Yves Blache, directeur des collèges des études doctorales. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Donc, il est de coutume de faire des remerciements. Je pense que Monsieur le Président a fait cet exercice de manière très pertinente, donc je ne vais pas refaire tous les remerciements aux membres extérieurs, notamment toutes les collectivités territoriales qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Je vais quand même faire un ou deux remerciements, tout simplement à l'établissement, à l'Université de Toulon, qui depuis de nombreuses années soutient la recherche et notamment les études doctorales. On l'a vu au travers de ces 10-15 dernières années. Du moins depuis que je suis à Toulon, j'ai pu voir l'évolution de la formation de troisième cycle, de la formation doctorale au sein de l'établissement, et je m'en réjouis. Et on atteint maintenant un contexte de formation doctorale qui est tout à fait honorable, et on le voit notamment au travers de notre cérémonie ce soir de remise des diplômes. On a vraiment affaire à des formations de troisième cycle, formation de docteurs de qualité. Et donc je remercie l'établissement pour ça. Je voudrais également faire un grand remerciement à nos candidates et à nos candidats qui se sont lancés dans cette aventure cette année, qui, on le sait, donc n'est pas une aventure facile, parce que quand vous commencez la formation, vous dites mais comment je vais faire? J'ai 3 minutes pour présenter un sujet, mais il me faudrait des années pour présenter ma thèse. Maintenant, vous avez que 3 minutes. Vous avez fait ça de manière très éloquente, tous les 4, donc je vous félicite tous les 4. Je voudrais remercier les membres du jury qui se sont prêtés à cet exercice, qui est également un exercice difficile, il ne faut pas croire, parce que comme vous avez pu voir, les 4 présentations ont été de très grande qualité. Mais comme tout concours, ça demande un classement, donc il nous a fallu faire un classement et on l'a fait. Pour terminer les remerciements très rapidement, il y a quand même
deux personnes qu'on a oubliées dans les remerciements. Ce sont nos deux présentatrices. Parce que présenter ma thèse en 180 secondes est une chose, mais mesdames, je vous remercie également parce que ce n'est pas un exercice facile non plus. Hein. Il faut quand même présenter ça de manière un peu enjouée, comme vous avez su le faire. Je vous en remercie beaucoup. Et pour vous remercier, justement, Stéphanie, on a un petit quand même prix pour vous aussi. Et on vous remercie beaucoup parce que... Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Blache. On n'aurait peut-être pas fait aussi bien les deux directeurs 2D réunis, n'est-ce pas? Je décale un peu, vas-y. Bien. Ceci étant dit, on va passer maintenant donc au dévoilement de ce classement. Donc on va commencer par le deuxième prix, donc qui est le deuxième prix qui est attribué par notre partenaire privilégié depuis que nous organisons ma thèse 180 secondes à Toulon. Donc il s'agit de la MGEN, et donc je vais demander à monsieur Philippe Pujol de remettre ce deuxième prix, donc qui est le prix de la MGEN, et ce deuxième prix est décerné à... Alors, à Natacha. Bon, bravo. Alors moi je voudrais dire que ça fait plusieurs années, merci. Ça fait plusieurs années, 1, 2, oui, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Voilà, ça fait plusieurs années que je participe au jury pour ce concours et c'est un véritable honneur pour moi que de représenter la MGEN. Cette année tout particulièrement puisque je suis présent ce soir grâce à cette journée de grève puisque j'aurais dû normalement être à Paris pour des réunions internes à la MGEN, à la mutuelle. Donc je suis encore une fois très content d'être présent ce soir. Bravo à tous les candidats au nom de la MGEN et j'espère que je serai encore présent dans les années à venir. Voilà, bravo à tous. Donc nous allons maintenant dévoiler le lauréat ou la lauréate du concours, donc le premier prix. Et pour cela, j'appelle monsieur le président de l'université pour venir donner ce prix. C'est Marseille. Donc, pour cette année, pour cette édition, le premier prix, la lauréate, puisque c'est une lauréate du premier prix, est attribué donc à Ilona Alberca. C'était sûr. J'appelle monsieur Durand-Parr, Michel maintenant, pour attribuer le prix que vous avez décerné, donc le prix du public. Alors, ce prix du public, tempérité étant chaleureux, il est attribué à Ilona.
pouvez encore l'applaudir, mesdames et messieurs. Nous n'en avons pas tout à fait terminé quand même. Donc j'appelle mesdames les membres du jury, donc Patricia Merdy, Delphine Van Orekbeek et Agne Gagnebien, à venir remettre les prix de la participation. Donc aux deux autres candidats présents, qui restez là, voilà. Donc ça a été une délibération compliquée, vous vous en doutez, parce que les 4 prestations étaient quand même très voisines. Mais comme je le disais tout à l'heure, un concours, bien entendu, nécessite un classement. Donc nous avons fait ce classement notre âme et conscience, comme l'on dit. Mais je tiens quand même à féliciter les 4 candidats de manière égale, parce qu'ils ont été tous les 4 formidables, et dans leur présentation, et dans la motivation qu'ils ont mis avant cette présentation, bien entendu, pour la préparer. Hein, parce que ce n'est pas une mince affaire non plus, on le sait. Voilà, merci à vous. Je n'ai pas le micro activé. Ah, nous aussi ? Encore bravo. Un grand bravo encore à tous nos candidats pour leur très belle présentation et tout en nous félicitations aux 2 lauréates qui vont porter les couleurs de l'Université de Toulon à la demi-finale régionale de Marseille le 20 mars prochain. Notez bien cette date dans vos agendas, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. Nous souhaitons également remercier toute l'équipe, le cabinet de la présidence de l'université, les équipes, la régie backstage, la DCUN, le service communication, la DIREP, les formateurs, les 2 écoles doctorales 509 et 548. Et merci encore au Palais Neptune de nous avoir accueillis en ces lieux. Vous pouvez les applaudir, bien sûr.